Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Alors dans la séquence précédente, nous avons vu l'expérience d'Elitzur-Weidmann et dans l'expérience de détection d'un objet sans interaction, l'efficacité était de 30%. On a une chance sur 3 de ne pas interagir avec l'objet et de détecter sa présence. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. C'est le cas de l'expérience de Kvyat, qui lui a réellement réalisé avec son équipe à l'université d'Innsbruck. L'expérience se présente comme suit. On a une source de photons qui sont polarisés horizontalement. Donc il suffit de mettre un filtre pour obtenir ce résultat. Ensuite, un miroir semi-transparent A, un rotateur R, je vais expliquer rapidement, un séparateur S1, un miroir E, ici la branche V, là la branche H, ici présence éventuelle de l'objet qu'on désire détecter, un miroir B, un recombineur S2, un miroir semi-transparent C, et retour à la maison avec un miroir D. Ici, on a à nouveau un séparateur S3 avec deux détecteurs appelés DV et DH. Alors, contrairement aux expériences précédentes où les photons allaient dans deux branches, ici, le photon fait un tour. Donc, en fait, les photons se dirigent par là, puis prennent une de ces deux branches-là, puis reviennent ici, repassent dans le sens comme ceci, et font le tour. Les photons vont ainsi faire le tour n fois avant d'être extraits pour aller dans la cellule d'analyse. En réalité, le plus simple est d'utiliser des miroirs semi-transparents avec une faible efficacité pour ce qui est de la réflexion. La plupart du temps, de la transmission, la plupart du temps, les photons se réfléchissent et de temps en temps, ils peuvent passer à travers. Et les photons vont donc avoir tendance ainsi à faire de nombreuses boucles. Alors R est un rotateur, c'est-à-dire qu'on a un photon polarisé horizontalement et le rotateur va légèrement incliner cette polarisation et il va incliner la polarisation d'un angle θ égal à pi sur 2m. Alors, pour donner une idée, par exemple, pour n égale à 10, la rotation est seulement de 9 degrés, donc légèrement inclinée. S1 est un séparateur qui sépare les photons polarisés horizontalement et les photons polarisés verticalement. Ceux horizontalement continuent jusqu'à S2, tandis que les verticaux passent par ici et passent, s'il n'y a pas d'objet, ou sont absorbés par l'objet si celui-ci est présent. S2 est également un séparateur, mais monté à l'envers. Les deux photons qui arrivent dedans se recombinent, ou un seul photon se recombine pour redonner le résultat initial. Enfin, lorsque le photon passe le miroir semi-transparent, il arrive dans un dernier séparateur, S3, qui sépare à nouveau les composantes verticales et horizontales qui sont mesurées par deux détecteurs. Supposons qu'il n'y ait pas d'objet, que les photons puissent passer librement.
Dans ce cas-là, la séparation en deux composantes H et V, qui est une décomposition de l'état légèrement tourné sur la base HV, en le recombinant, en ressommant les deux états, on retrouve exactement l'état de polarisation avant entrée dans S1. Donc, l'ensemble ici n'a alors pas d'effet. Le photon faisant n fois le tour, il tourne n fois de cet angle-là, et donc subit une rotation totale égale à pi demi. C'est-à-dire 90 degrés. C'est-à-dire qu'il devient un photon polarisé verticalement. Et quand il arrive dans le séparateur ici, après les n tours, il part alors directement dans le détecteur DV qui détecte un photon polarisé verticalement. Supposons maintenant qu'il y a un objet qui est présent dans la branche. Dans ce cas-là, rien ne passe par cette branche-là, et ici, on a seulement une composante de photons polarisés horizontalement. Il passe à travers le recombinateur, mais qui ne fait rien puisqu'il n'y a que ce photon-là qui passe, horizontal. Et quand il refait le tour, on retrouve la situation initiale. Horizontale, on le tourne légèrement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, même après n tours, s'il ne se fait pas absorber par l'objet, le photon sera dans la polarisation horizontale. Et donc, arrivé au détecteur S3, celui-ci va envoyer le photon dans le détecteur DH, qui va alors dire « je détecte le photon », ce qui veut dire qu'un objet est présent dans le dispositif. Pour calculer la probabilité que le photon a de passer ou d'être absorbé par l'objet, il faut connaître la probabilité de se retrouver dans la branche H ou dans la branche V. On fait le calcul assez facilement, avec cosinus, sinus. Nous avons déjà vu ce genre de choses, vous voulez faire si ça vous amuse et si vous avez envie de faire les mathématiques. On montre facilement que si n est grand, la probabilité, donc supposons que la probabilité qui passe par la branche horizontale est pH. Et donc, dans cette branche-là, c'est 1 moins pH. Dans ce cas-là, la probabilité qui passe est pH exposant n, puisqu'il doit faire n tours. Et de même, la probabilité qu'il soit absorbé, PR, c'est 1 moins pH exposant n. On montre que pour n, on peut calculer la valeur de pH en fonction de l'angle pi sur 2n, et on montre que pour n assez grand, on trouve que la probabilité que le photon passe est 1 moins pi demi exposant n. Je raconte, pi demi au carré divisé par n. Et donc la probabilité qu'il soit absorbé est égale à pi demi au carré divisé par n. On voit que lorsque n devient grand, cette probabilité-ci tend vers 1 et celle-là tend vers 0. Donc, quand on tourne d'un tout petit angle, la probabilité ici est très élevée qui passe, et même en faisant un grand nombre de tours, il a énormément de chances de passer sans être absorbé. Pour illustrer, si n est égal à 5, l'efficacité est alors de 60%, ce qui est déjà mieux que Eliezer-Weidmann, qui était de 30%. Si n égale 10, on obtient 78%. Si n égale 20, on obtient 88%. Et pour n égale 100, donc 100 tours, on obtient 98%, ce qui est beaucoup. En fait, on ne peut pas faire grandir n autant qu'on veut parce que le dispositif n'est pas parfait. Les miroirs ne sont jamais parfaits. Il y a toujours un risque qu'un photon soit absorbé par le miroir au lieu d'être réfléchi. La perfection n'est pas de ce monde, mais on peut avoir avec des instruments de bonne qualité, on peut malgré tout
avoir un grand nombre de tours, facilement plusieurs centaines. Et donc l'efficacité du dispositif de mesure sans interaction est très proche de 100%. Et du point de vue des états relatifs, cette expérience s'analyse exactement comme l'expérience d'Elie-Dur-Weidmann. Quelques complications supplémentaires, mais c'est exactement le même principe. Donc, la rien de mystérieux. Alors, mais c'est intéressant, et alors cette expérience a été réellement réalisée et permet effectivement de recevoir presque tous les photons dans des haches indiquant la présence d'un objet. Alors, j'ai imaginé une expérience assez amusante. Supposons qu'on ait une expérience de type Young. Donc, on a une paroi avec une fente, une paroi avec deux fentes. Les photons ou les électrons passent par les deux fentes et vont sur une cible où on va observer une figure d'interférence. Je voudrais mesurer par où passent les particules et sans les perturber. Eh bien voilà un dispositif qui permet justement de mesurer la présence de quelque chose sans devoir interagir avec lui. Donc on pourrait utiliser un dispositif de type Elie-Dur-Weidmann ou Guyat. Bon, un système comme celui-là serait préférable pour avoir une très grande efficacité, et avec une branche qui détecte ou non la présence de la particule. De même ici, on met un dispositif avec une branche qui détecte ou non la présence de la particule. Par exemple, pour des photons, on pourrait utiliser un milieu non linéaire, ça existe, un milieu tel que si un seul photon rentre dans le milieu, il le traverse tout simplement, mais si deux photons rentrent en même temps, le milieu devient absorbant, opaque, et absorbe les photons. Dans ce cas-là, ce milieu placé ici fait office d'objet. Dès qu'il y a un photon qui passe, tout photon venant de EVK provoque l'absorption, et donc comme s'il y avait un objet présent. Donc la branche ici est évidemment la branche ici. Et avec des électrons, ce serait même encore plus facile, parce qu'on pourrait simplement avoir, lorsque l'électron passe, que le photon qui passe ici soit diffusé par l'électron, et donc sorte du dispositif. Ce type d'expérience n'a jamais été réalisé à ma connaissance. Il ne serait pas facile, parce qu'il faut synchroniser le passage éventuel des photons ici avec le passage des particules par les fentes. Mais ça devrait être réalisable. Donc, je peux, grâce à ce genre de dispositif, savoir par où sont passées les particules sans interagir avec elles et sans les perturber en quoi que ce soit. Et donc, on pourrait se dire, dans ce cas-là, si les particules ne sont pas du tout altérées en quoi que ce soit, elles doivent interférer et donner une figure d'interférence. Ce serait un mauvais coup pour la mécanique quantique. Parce que la mécanique quantique dit que si on sait par où on passe les particules, il ne peut pas y avoir de figure d'interférence. Eh bien, en réalité, non, il n'y aura pas de figure d'interférence. Si je mesure les particules par où elles passent, même sans interagir avec elles, cela détruit la figure d'interférence. Alors pourquoi ? D'abord, nous avons vu l'analyse de l'expérience de Young par les états relatifs, et on a montré qu'en fait, le phénomène qui provoque la destruction des figures d'interférence n'est pas réellement lié à la perturbation des particules ou à leur interaction. On peut l'expliquer comme ça, on l'avait vu au début de cette série, mais en fait, la clé, ce n'est pas cette interaction, ce n'est pas la perturbation, c'est le fait que l'observateur entre en corrélation avec les états F1, F2. On avait vu cela. L'observateur est macroscopique, il y a une décohérence, et on a alors deux composantes séparées. La composante F1, F2, et pour l'observateur, c'est un résultat défini, c'est F1 ou F2.
dans l'esprit des états relatifs, et donc ça empêche les interférences de se produire et détruit la figure d'interférence. On a donc une réduction apparente dans l'état F1 ou F2 et une destruction de la figure d'interférence parce que l'observateur ne peut pas avoir accès à l'état total. De même, l'analyse d'Enizio-Weidmann par les états relatifs a montré que l'interaction, en fait, elle existe toujours. Elle se produit toujours, simplement plusieurs composantes, et quand il dit « j'ai détecté l'objet sans interagir avec lui », c'est en fait parce qu'il n'a pas accès à la connaissance de toutes les composantes, y compris celle qui est en interaction. Et donc, ça montre bien que même quand on dit sans interaction, il peut malgré tout y avoir corrélation entre l'état de l'observateur et l'état de la particule par la fente et la fente par laquelle la particule passe. Et donc, le raisonnement que je viens de faire s'applique parfaitement. Il sera intéressant de réaliser cette expérience et de voir si effectivement la figure d'interférence est détruite. Alors, et donc, la mécanique quantique est sauvée. Hein, il n'y a pas d'effondrement de la théorie, pas de contradiction. Mais il faut bien l'avouer, la mécanique quantique est parfois très vicieuse. Elle peut nous mettre dans des situations où il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et ce type d'expérience le montre bien. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons un truc assez simple, qui est un peu particulier parce qu'il implique une autre reformulation de la mécanique quantique, que nous ne verrons pas en détail, bien entendu, mais que je trouve toujours très amusant. Et donc, nous verrons le paradoxe des 3 boîtes. Je vous remercie.